Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle petite pastille. Comme la semaine dernière, on va faire un petit bilan de la semaine écoulée. Ça vous a plu? J'ai vu dans les commentaires que vous étiez intéressé par le format, donc je me suis dit qu'on allait poursuivre l'aventure, parce que c'est vrai que c'est pas mal si on a loupé quelques infos, parce qu'on était au taf, en vacances, ou peu importe la raison. Ça permet d'avoir un petit condensé de ce qui a été important, de ce qui a été annoté durant les quelques jours qui se sont passés. Donc j'ai trouvé 5 points qui me paraissaient intéressants à aborder et on va les développer ensemble. On va parler du classement UCI, on va parler de Total Energy, on va évoquer le critérium du Dauphiné, Axel Laurence et forcément une petite page cyclocross parce qu'il y a les mondiaux qui se déroulent ce week-end et que les Français ont été champions du monde du relais mixte hier, grâce notamment à Aubin Sparfel. Bref, si vous le voulez bien, on va commencer ce petit point, ce petit récap par le classement UCI. On va pas faire trop long parce qu'on l'a déjà évoqué avec les gars durant la semaine, mais il y a quelques aspects de ce classement que je voulais quand même évoquer avec vous. Premièrement, on va parler du classement 2024 pur, c'est-à-dire le classement qui a été publié au 30 janvier, donc à la fin du mois, c'est mardi, vous le savez, c'est tous les mardis que l'UCI publie sa mise à jour. Et on s'aperçoit que Astana est quand même encore une fois très loin du compte. Elle pointe à la 21e place, donc hors des clous pour rester en World Tour. Et c'est le point principal sur lequel je voulais revenir, la situation d'Astana, qui vous le voyez aussi au classement cumulé, se retrouve en 20e position. Et qui dit 20e position, dit relégation en Pro Team. En plus, on se trouve quand même à pas moins de 2200 points de la formation Decathlon AG2R la mondiale, qui elle est la première non relégable. Donc situation très difficile pour Astana. Je vois pas trop comment on peut inverser la tendance. Et pour Arkea, ça sera aussi compliqué, parce que vous le voyez, Arkea est toujours 19e. Mais le problème d'Arkea, c'est qu'elle a perdu encore un tout petit peu de terrain par rapport à Decathlon, ce qui fait qu'on a laissé passer un mois sans être en mesure de revenir sur la concurrence. Alors, c'est pas définitivement terminé pour Arkea, qui a quand même un effectif un peu plus solide qu'Astana. Mais voilà, il ne faudra pas traîner en route. Et ça me paraissait important aussi de souligner l'écart qu'il y a là enfin à la fin du mois de janvier 2024. Un autre aspect que je voulais évoquer par rapport à ce classement, c'est la Tudor. Pourquoi est-ce que je vais vous parler de Tudor? Parce que tout simplement, c'est à la fin du mois de janvier la troisième équipe Pro Team au classement UCI. Pourquoi est-ce que je vous parle de cette troisième place? Parce que vous le savez peut-être ou pas, mais à titre informatif, on peut rappeler que les deux meilleures structures de deuxième division sont automatiquement qualifiées pour les trois grands tours de la saison suivante, c'est-à-dire à l'instant T, Israël Premier Tech qui est troisième du classement et l'Autodestiny. Et la troisième équipe de seconde division, elle obtient une wildcard, une invitation sur toutes les courses d'un jour de la saison suivante. C'était le cas du NOX l'an passé. Et là, pour l'instant, c'est Tudor qui tient la corde. Et c'est important à souligner parce qu'on l'a vu avec certaines formations comme Total Energy ou autres, on y reviendra tout à l'heure, que ces invitations-là, quand on n'était pas dans les trois premiers, elles n'étaient pas automatiques. Donc je pense qu'il y aura une belle lutte cette année pour cette troisième place entre Tudor, entre UNEX, pourquoi pas Total si jamais il se réveille un petit peu, Q36.5, etc. Mais pour l'instant, c'est Tudor qui tient la corde. Et ça, c'est assez important. S'ils parviennent à maintenir cette troisième position, ils auront un calendrier quand même assez dense, ou l'assurance d'avoir un calendrier assez dense en 2025. Donc enjeu très important que cette troisième place en seconde division à la fin de l'année. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est Gand-Wevelgem. Pourquoi Gand-Wevelgem? C'est pas la plus grande course de l'année, mais parce que c'est assez, disons, symbolique des difficultés que traverse la structure Total Energy, qui doit montrer patte blanche pour obtenir des invitations, comme je l'évoquais dans le point précédent. Ça n'a pas marché pour le Tour des Flandres, ça n'a pas marché pour l'Amstel Gold Race, il n'y aura pas de classique italienne, il n'y aura pas de Tirreno Adriatico, pas de Giro, pas de Critérium du Dauphiné, pas de Het Newsblad. Donc c'est vraiment un petit peu la soupe à la grimace du côté de la Total Energy, parce qu'on doit aller quémander des invitations, comme on n'a pas été en mesure de terminer troisième l'an passé, du classement Pro Team que j'évoquais tout à l'heure. Donc la situation est quand même assez complexe. Et pourquoi je parle de Gand Wevelgem? Parce que c'est quand même un petit rayon de soleil
dans ce système des invitations pour les hommes de Jean-René Bernaudot qui se sont fait taper sur pas mal de classiques et qui au moins vont pouvoir participer à Gand-Wevelgem. On verra ce qu'il en est pour d'autres épreuves comme à travers la Flandre ou le Grand Prix E3, etc. Et j'espère pour eux qu'ils obtiendront des invitations. Mais voilà, petit rayon de soleil dans la saison compliquée de Total Energy, qui pointe très très loin au classement, qui n'a que 6 points au classement UCI, qui a perdu tout espoir de monter en World Tour, en tout cas via le plan sportif, via l'aspect sportif à la fin de la saison 2025, qui semble un petit peu être en déclin, qui a très peu de points, qui a très peu de belles performances, qui a perdu Sagan, etc., etc., et qui là se retrouve un peu dans les cordes avec les invites. Ça va faire du bien, j'imagine, le fait de pouvoir participer à Gand-Wevelgem à la fin du mois de mars ou au début du mois d'avril, 24 mars exactement, c'est marqué dans l'article. Voilà pour le deuxième point. Le troisième, on évoquait le Dauphiné, comme ça je vais pouvoir faire un lien. Le parcours est tombé. Un parcours très très costaud. Je ne vais pas y revenir trop longuement parce que l'idée c'est de vous faire un résumé et que de toute façon les articles sont disponibles sur Vélo Club si vous voulez retrouver le parcours complet. Donc une première étape pour sprinter, une deuxième étape déjà compliquée avec le col de la Loge, même si c'est pas l'ascension la plus dure du monde. Ensuite une deuxième arrivée en altitude aux étables. On enchaîne avec un chrono le mercredi de pas moins de 34 km. Donc ça va être un petit peu difficile. Le jeudi, sprinter ou échappé. Pardon. Le vendredi, le collet d'Alvar, donc une belle montée, 11 km à 8%. Là, ça risque de piquer, surtout en début de saison. Ensuite, on enchaîne avec Samoins le samedi, qui est encore plus dur, 10 bornes à 9,3%. Et on finit en beauté le dimanche avec le plateau des Glières, une montée un petit peu moins difficile en termes de pourcentage, mais qu'on connaît tous qui a cette spécificité d'avoir des chemins et pas une route asphaltée tout au long de l'ascension. Donc vous le voyez, sur ce parcours du Critérium du Dauphiné 2024, on n'a pas moins de 1, 2, 3, 4 et 5 ascensions arrivées en altitude, donc un parcours difficile. Il y aura très peu de place pour comment dirais-je, les sprinteurs, les baroudeurs, etc. La part belle sera faite aux grimpeurs et aux grimpeurs qui roulent bien parce qu'un contre-la-montre de 34,4 km, il faudra être en mesure de ne pas perdre trop de temps si on veut bien figurer au classement général face aux ogres qu'on annonce au départ comme Jonas Vingegaard et Remco et Evenepoel. On verra, là, le start list a le temps d'évoluer en fonction des blessures, des états de forme et des envies, bien entendu, des différents leaders et des plus grandes structures. Donc voilà pour le parcours du Dauphiné, qui je le rappelle, pour lequel vous pouvez retrouver, que vous pouvez retrouver pardon, en intégralité sur Vélo Club. Le quatrième point. Le quatrième point, il concerne là un résultat. Je ne savais pas trop lequel prendre, parce qu'il y a quand même eu des choses intéressantes cette semaine. Jonathan Milan costaud à Valence, Mats Pedersen très rapide et consistant à Bessèges, Tim Merlier qui remporte 2 étapes en Arabie Saoudite. Mais la performance que je retiens, en tout cas, après vous ne serez peut-être pas d'accord, et n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, à évoquer celle qui vous a le plus marqué. Mais pour moi, c'est celle d'Axel Laurence sur un terrain difficile, avec une puissance assez phénoménale sur cette espèce de montée là, de la deuxième étape, qui était à vrai dire la première étape de l'étoile de Bessèges, que vous le savez, la première journée a dû être annulée à cause des manifestations des agriculteurs. Mais voilà, Axel Laurence, il a franchi un cap, j'ai l'impression, encore en ce début de saison. Taper Mats Pedersen sur ce genre de montée, c'est quand même assez costaud. À un moment, on aurait pu croire qu'il était parti trop tôt, qu'il allait se faire remonter, parce que Pedersen revenait bien quasiment au niveau de son pédalier. Et il a su avoir ce second coup de kick qui est si important sur ce genre de montée en remettant un petit peu de puissance et en s'imposant en costaud. C'est peut-être la victoire qui m'a le plus impressionné depuis le début de la saison parce qu'elle est vraiment tout en force, tout en puissance et que c'était assez impressionnant. Je pense que ce sera compliqué de gagner l'étoile de Bessèges. On verra ce qu'il en est cet après-midi. Mais il y a un chrono demain qui lui est pas favorable. Mais voilà, on débute vraiment d'une très belle manière, je trouve, pour Axel Laurence cette saison 2024 et ça augure, je pense, de belles choses pour la suite. Le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est le cyclocross. Les Français sont champions du monde du relais mix. C'est une belle surprise, une demi-surprise, j'ai envie de dire, parce que on sait que dans les catégories de jeunes, il y a quand même une très très forte densité, avec notamment Célia Géry, avec Aubin Sparfel. Et voilà, il y a un bon petit niveau français, même si forcément chez les élites, ça ne se traduit pas.
Mais il y a un titre qui a été obtenu sur le relais mix, et ça c'est plutôt une très très bonne nouvelle pour l'équipe de France. Donc on verra si jamais ça permet de progresser un petit peu en termes de cyclocross, parce que moi j'ai l'impression depuis 20 ans, même si là on a une génération quand même un peu dorée, qu'on a parfois des bons résultats, qu'on a un champion du monde, un champion d'Europe junior ou autre, mais que chez les élites, eh ben, on va se focaliser sur la route, et que du coup derrière c'est assez complexe, et qu'on n'arrive pas à faire face aux ogres de la discipline. Donc on verra ce qu'il en est, c'est plutôt prometteur, hein, je trouve. On a quand même comme je l'ai dit, de très bons jeunes, comme Célia Giry, comme Aubin Sparfel, comme Léo Bisio. On verra bien s'ils arrivent à concrétiser, et surtout s'ils ont envie de continuer sur les cyclocross. On va parler aussi de la course élite. La course élite, c'est demain. Avec une question toute simple: est-ce que quelqu'un peut empêcher Mathieu Van Der Poel d'être champion du monde? Wout van Aert ne sera pas là, Tom Pidcock ne sera pas présent non plus. On a un boulevard pour Van Der Poel qui déjà est largement au-dessus de la concurrence en temps normal, battu une seule fois tout au long de la saison, et encore sur cette épreuve, il avait été victime d'un incident mécanique. Il a encore gagné la semaine dernière à Houguerail 2 en devançant Nieuwenhuis et Ronard, Thibonich 4e, Iserbyt, etc. Mais tous ces coureurs, sans leur faire offense, j'ai quand même l'impression qu'ils sont 3 jambes en dessous de Van Der Poel en grande forme. Donc nouveau titre mondial à venir pour Van Der Poel, logiquement demain. On verra ce qu'il en est pour la suite. Est-ce qu'il aura encore envie de faire des saisons de cyclocross quand on écrase comme ça la discipline et qu'on a des ambitions aussi sur la route? Est-ce qu'on a encore cette motivation quand c'est si facile, entre guillemets, de gagner? On verra bien. Chez les femmes, il y aura aussi un enjeu, c'est de savoir si Femme Van Empel sera elle aussi au-dessus du lot. Van Empel, elle a également gagné la semaine passée. Elle a réalisé une très belle saison. Vous voyez ses résultats en cross. Elle a été battue que 2 fois à Gaverret et à Hulst. Et en dehors de ça, c'est que des victoires. Donc, si la logique est respectée, Van Empel, pardon, s'impose cet après-midi chez les femmes, et Van Der Poel devrait triompher demain chez les hommes. Donc voilà, petit condensé de l'actu de la semaine. Je pense que je vais pouvoir clôturer parce que ça doit faire une grosse dizaine de minutes d'ailleurs que j'ai débuté. Donc pour résumer, problème pour Astana et potentiellement Arkea au classement UCI. Total Energy dans la tourmente par rapport aux invitations, avec seulement Gando Velgem à se mettre sous la dent pour l'instant au printemps, en dehors des épreuves ASO bien entendu. Le parcours du Dauphiné, parcours très difficile sur le papier. Axel Laurence très très fort à Bessèges. Et la petite projection sur les mondiaux et les courses élites avec des grands favoris, Femme Van Empel et Mathieu Van Der Poel, et le beau titre des Français au niveau du relais mixte. Donc, j'espère que cette pastille vous a plu. On se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle émission, une nouvelle pastille. Ciao, bon week-end.